Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Champ visuel. Collection dirigée par Pierre-Jean Bengozi, Raphaël Moine, Bruno Péquignot et Guillaume Soulez. Une collection d'ouvrages qui traitent de façon interdisciplinaire des images, peintures, photographies, BD, télévision, cinéma, acteurs, auteurs, marché, metteurs en scène, thèmes, techniques, public, etc. Cette collection est ouverte à toutes les démarches théoriques et méthodologiques appliquées aux questions spécifiques des usages esthétiques et sociaux des techniques de l'image fixe ou animée, sans craindre la confrontation des idées, mais aussi sans dogmatisme. Dernière parution. Philippe Lemieux, l'image numérique au cinéma. Historique, esthétique et technique d'une révolution technologique, 2012. Pierre Devidts, Andrei Tarkovsky. Spatialité et habitation, 2012. Angelica Maria Mateus Mora, cinéma et audiovisuel latino-américain. L'Indien, Images et conflits, 2012. Daniel Weil, Mouchette, de Robert Bresson ou le cinématographe comme écriture, 2012. Claude Audin, Murnau ou les aventures de la pureté, 2012. François-Émy de la BRETEQE, Emmanuel André, François Jost, Raphaël Moine, Guillaume Soulez, Jean-Philippe Trias, dire « Cinéma et audiovisuel se réfléchissent ». Réflexivité, migration, intermédialité, 2012. Catherine Brunet, Le monde d'Ettore Scola. La famille, la politique, l'histoire, 2012. Angela Biancafiore, Pasolini, Devenir d'une création, 2012. Vincent Heristchi, La vidéo contre le cinéma. Neige électronique. Tome 1, 2012. Vincent Heristchi, Entre vidéo et cinéma. Neige électronique. Tome 2, 2012. Florent Barrère, Une espèce animale à l'épreuve de l'image. Essai sur le calmar géant, 2012. Marguerite Chabrol et Pierre-Olivier Toulza, sous la direction de Lola Montes, lecture croisée, 2011. Élodie Perrault, Le cycle des telenovelas au Brésil. Production et participation du public, 2011. Isabelle Roblin, Harold Pinté adaptateur, La liberté artistique et ses limites, 2011. Introduction. L'ingénieux Ulysse, quand il eut soupesé et examiné le grand arc, comme un homme qui connaît bien la cithare et le chant avec aisance tend une corde sur la clé neuve, ayant fixé à chaque bout le boyau de mouton tordu, ainsi Ulysse sans la moindre peine tendit l'arc. De la main droite il prit la corde, l'essaya, elle rendit un beau son pareil au cri de l'hirondelle. La métaphore homérique d'une invisible flèche destinée à toucher sa cible comme le ferait un beau son, a inspiré cet essai. Les flèches d'Alfred Hitchcock sont habilement décochées et touchent en plein cœur les proies désignées à l'écran comme dans la salle de cinéma. Non contents de souffrir sans répit, nous nous délectons de nos blessures et à l'image des personnages en jeu, victimes rêvées, nous n'opposons aucune résistance. Les héros sont propulsés dans une dynamique ininterrompue dès l'ouverture des films. L'action chez Hitchcock part dans le mouvement et telle une flèche file vers son but, écrit Philippe Parrain. La trajectoire de la flèche définie par le cinéaste comme une direction continue du début à la fin, ne saurait être déviée. Hitchcock a plus d'une corde à son arc. Architecte, compositeur, dessinateur, magicien, musicien, philosophe, peintre ou poète, le cinéaste dispose de multiples ressources pour atteindre là où les cibles visées. Il est un véritable tireur d'élite. Longtemps arc, c'est prononcer art. L'ambiguïté avec art a nécessité de rendre parlant le C muet. Si l'on entend à présent la lettre finale, le mot évoque toujours l'art, à commencer par l'archer aux ailes déployées apparu un jour sur les vases attiques à figure rouge, Eros. Ces flèches ne sont pas vectrices de la peste comme celles de son frère Apollon, mais elles communiquent un autre type d'infection, la passion et l'aveuglement. Eros et Apollon lancent des flèches dont la capacité destructrice s'exerce dans des registres qui se rejoignent. L'amour et la mort. La flèche devient rapidement la figure métaphorique de l'inspiration poétique dans la rhétorique amoureuse. Elle exprime la puissance dévastatrice du regard. Arsoir en ce jouant l'enfant de Citré. Faisant de tes beaux yeux une flèche acérée. En m'ouvrant l'estomac tout le cœur m'a percé. Les flèches d'amour provoquent d'irréversibles blessures quand elles ne détruisent pas. Elles envoûtent en visant la mise en scène du regard.
Ce processus développé dans la poésie et dans la peinture européenne des XVIIe siècle intéresse au plus haut point Alfred Hitchcock, à une essentielle différence près. Le sujet amoureux, sujet en souffrance, ne fait plus corps avec le poète. Il ne se constitue plus en tant que créateur dans son tourment comme cela était avec Ronsard ou le cavalier marin. Si Hitchcock nous tient en son pouvoir et détient les flèches qui nous feront vibrer sans repos, il est détaché de l'infection amoureuse passant par le regard des acteurs avant de traverser l'écran, le transpercer, pour atteindre le spectateur de plein fouet. La flèche ne se substitue plus à la plume et la douleur chantée dans les images ne cherche pas à apaiser l'âme ulcérée du poète, ainsi que l'écrivait Pierre de Ronsard. L'amoureux ulcère qui marde le cœur me force de chanter. Les apparitions d'Alfred Hitchcock dans ses films signalent clairement cette volonté de détachement affectif, cette prise de distance systématique avec le récit. En buvant une coupe de champagne dans Notorious, Les Enchaînés 1946, le cinéaste nous fait comprendre qu'il est moins dangereux d'être invité que maître de maison. Croiser un contrebassiste en prenant le train est moins risqué que de croiser un psychopathe. Encombré avec son instrument, Hitchcock monte tandis que Guy, incarné par Farley Granger, descend sur le quai dans Strangers on a train, l'inconnu du Nord Express 1951. Soucieux de ne pas perdre le Nord, le réalisateur traverse l'image avec empressement dès la fin du générique de I Confess, La loi du silence, 1952. Il prend ostensiblement la direction opposée à celle qu'il inflige à son héros, Montgomery Clift, montré avec insistance sur 4 flèches de signalisation. Un couple de chiens n'attirera-t-il pas moins de problèmes qu'un couple d'inséparables ? Malicieuses ou cyniques, les apparitions hitchcockiennes affirment cette extériorité à l'action. Se mettre en scène pour le réalisateur est une façon de s'éclipser, de se tirer d'affaire, c'est-à-dire de se retirer d'une affaire qui ne le concerne pas. Les flèches détenues par le démiurge sont décochées par des archers désignés. À mon avis, l'acteur dans un film doit accepter d'être utilisé et souverainement intégré au film par le metteur en scène et la caméra. Les femmes, à l'image d'Artémis, sœur d'Apollon et de Dionysos, sont aussi détentrices de l'arc et des flèches. Amoureux ou haineux, parfois psychopathes, très souvent en souffrance, les archers sont placés sous l'emprise du fatum conçu par le réalisateur. Les œillades assassines hantent le cinéma d'Alfred Hitchcock. On ne peut oublier le regard de Sylvia Sidney porté sur Oscar Homolka dans Sabotage, Agent secret 1936. Le désir de tuer prend corps dans les yeux tandis que la main ne parvient pas à se saisir du couteau. Elle le fait à l'instant précis où le regard du mari s'éclaire sous la prise de conscience de l'intention. Les regards parlent dans une séquence muette d'une rare intensité. Hitchcock est le seul cinéaste à pouvoir filmer et à nous rendre perceptibles les pensées d'un ou de plusieurs personnages sans le secours du dialogue. Dans Psycho 1960, Norman Bates, Anthony Perkins, décoche bien avant son assassinat un trait mortel sur la séduisante Marion Janet Leigh. Une fente dans le mur lui permet de se faire voyeur de la jeune femme dénudée. La fixité du globe oculaire annonce celle du cadavre sous la douche, lorsque la vie se retire de l'œil tandis que l'eau s'évacue par le trou béant, obscène de la baignoire. L'image d'un œil à travers une fente est reprise dans Torn Curtain, Le rideau déchiré 1966, mais sans l'idée de voyeurisme. L'œil s'inscrit en très gros plan dans un cercle permettant d'observer le public avant la représentation. Cet œil envoie une flèche assassine en direction du couple d'espions réfugiés dans le théâtre. Il appartient à une comédienne médiocre, jalouse du succès d'Armstrong, Paul Newman, savant reconnu contrairement à elle. L'échange de regards jamais réalisé entre Madeleine, Kim Novak, et Scotty, James Stewart, lors de leur première entrevue, qui n'est d'ailleurs pas une rencontre mais un repérage pour l'un et l'autre, de l'un et de l'autre, héros de Vertigo, Sueur froide 1958, manifeste pourtant cette maladie oculaire déjà définie par Platon dans Phèdre, 255 CD. Scotty cesse immédiatement d'être lui-même. La flèche oculaire, apparemment évitée, a inoculé l'amour en le blessant. Elle a détruit sa lucidité et la lumière fait place aux ténèbres, alors qu'il est censé élucider le mystère auréolant la jeune femme. Victime d'une illusion, il est la cible idéale de ce double jeu signalé par le redoublement de la beauté de Madeleine dans le miroir du restaurant. La puissance du regard est donnée dans ce film comme dévastatrice. Le détective affecté sera renvoyé d'apparence en apparence, étant amoureux non d'une femme mais de l'idée d'une femme dans le sens platonicien du terme.
Hitchcock donne la clé du film dès le générique en présentant l'œil féminin comme un abîme où les spirales générées sans fin absorbent notre propre regard. Comme le dérisoire héros du film, nous sommes pris dans ce piège à regard pour reprendre l'expression de Lacan. Et Hitchcock, qui prend un intense plaisir à tourner et retourner le public, nous attribue au gré de ses désirs en une alternance orchestrée, tantôt le point de vue du tireur, tantôt celui de la cible. Le propos de l'arc d'Alfred Hitchcock, un jeu de cordes est de célébrer les multiples talents du cinéaste, les cordes, d'en présenter les manifestations et les développements, d'en saisir les enjeux. L'incroyable diversité des modes opératoires et des pratiques artistiques du cinéaste font de lui un immense créateur, très longtemps sous-estimé. De nombreux critiques avant Romer et Chabrol ont défini et classé Hitchcock comme maître du suspense, et réduit son travail à une brillante pratique du film policier. Il est vrai qu'Hitchcock a fortement encouragé ce point de vue en employant ironiquement l'art de la dérobade dans ses interviews. Et si Alfred Hitchcock est le seul poète maudit à rencontrer le succès, c'est parce qu'il a été le plus grand créateur de formes du XXe siècle, et que ce sont les formes qui nous disent finalement ce qu'il y a au fond des choses, écrit Jean-Luc Godard. Les talents du cinéaste recoupent tant de territoires qu'il a fallu opérer des choix, se résoudre à quelques approches recoupant nos compétences. Les cordes retenues ont inspiré cet essai intitulé Poétique de l'objet, premier volet d'un triptyque en gestation. Les volets suivants pourraient s'intituler La musique des images et pratiques plastiques. Hitchcock voue une véritable passion aux objets. Sally Shafto écrit que cette passion témoigne de sa conception fondamentale du 7e art, à savoir que le cinéma est un art surtout visuel, un art où l'on montre les choses. Comment en effet évoquer un seul film d'Hitchcock, sans qu'un ou plusieurs objets ne nous surgissent à l'esprit? Le présent volume s'attache à la diversité des emplois et des fonctionnements des différents objets dans les images, aux relations entretenues par l'objet avec l'art et la poésie. Ensuite, la musique tient une place si essentielle dans les films d'Hitchcock qu'elle constituera le volet central du triptyque. Son rôle n'est en aucun cas réductible à l'accompagnement des intrigues. Sa fonction rythmique et expressive, utilisée à des fins réflexives, se manifeste visuellement sous des formes parfois très inattendues. On a souvent remarqué l'importance de la forme dans les films d'Hitchcock, sans noter suffisamment son caractère musical, écrit Aimé Agnel, suggérant l'hypothèse d'une forme musicale filmique. Le cinéma d'Hitchcock, profondément redevable aux arts plastiques, fait constamment référence à l'architecture, au dessin ou à la peinture selon un regard croisé avec d'autres arts. Hitchcock conseille d'ailleurs à Truffaut de dessiner le film, comme Shakespeare bâtissait ses pièces pour le public. Un troisième essai sera consacré au travail de la lumière, de la couleur et de la matière, aux emplois de la perspective, au processus de construction et de déconstruction des images, à la grande diversité des styles picturaux, à leurs implications dans les films. Les cordes se tendent toutes vers une même visée. Quelle est la logique profonde de vos films? Faire souffrir le spectateur. Avant-propos, à la poétique de l'objet. Les objets mis en scène par Hitchcock occupent le devant de la scène, et parfois aussi l'avant de la bobine. Après avoir déclaré combien le tout premier plan était essentiel dans ses films, le cinéaste ironise. Je ne sais pas toutefois s'il est bon d'avoir un plan très important au début. Car souvent au cinéma, les gens bavardent. Ils s'assoient ou finissent leurs cacahuètes. Il explique alors que la nécessité de lutter contre ce type d'attitude le conduit à mettre quelquefois des plans très dramatiques juste après le générique. Les images initiales présentent dès les premiers films des objets cadrés en très gros plans. Ils envahissent l'écran, le chargent de sens. The Ring, Le masque de cuir 1927, s'ouvre tambour battant sur un cercle parfait. 1. La coïncidence entre abstrait et concret permet d'exalter la géométrie du monde tout en annonçant un imminent combat. Le plan fixe sur un enjoliveur en rotation, 2, qui ouvre Blackmail, chantage, 1929, laisse augurer une poursuite endiablée et exprime par le paradoxe d'un mouvement fixé, le piétinement de l'enquête policière. Sabotage s'ouvre sur l'aveuglante lumière dispensée par une simple ampoule, 5. Elle dynamise la totalité de l'écran par son cadrage oblique comme par le jeu contrasté des courbes et contre-courbes. Un plan général en plongée sur la brillante vie nocturne londonienne lui succède puis revient sur l'ampoule, elle clignote avant de plonger les habitants dans les ténèbres.
le sabotage est annoncé au moyen d'un effet dramatique d'une très grande simplicité. Le premier plan de Vertigo présente une barre horizontale. Elle surgit sur une musique en fugato contrastant avec le thème lancinant du générique. Ligne abstraite traversant l'écran, découpée sur fond incertain, non localisé, sans début ni fin. Elle reste 4 secondes avant d'être empoignée par une main virile. 3-4. L'implacable barre métallique, absolument hors d'échelle, se révèle être un modeste barreau d'échelle, démesurément agrandi. Nous comprenons que l'éprouvante poursuite sur les toits était commencée bien avant notre arrivée. Le sac à main de Marnie, Tippi Hedren, filmé en très gros plan à l'ouverture du film, est inoubliable. Un seul cadrage resserré sur un objet typiquement féminin pose instantanément le problème de l'héroïne, la frigidité. Résolument clos, le fermoir exhibe une forme vulvaire enrobée de peau, toute connotation sexuelle étant invalidée par l'acidité de la couleur jaune. L'image impulse le film. L'intensité des images inaugurales des films d'Hitchcock fait comprendre à quel point son cinéma est visuel. Une image avec un objet judicieusement choisi et cadré suffit à poser le tout. Godard signale dans Histoires du cinéma qu'on peut avoir oublié les missions des héros et héroïnes, ou les raisons de leurs agissements. Mais on se souvient d'un sac à main. Mais on se souvient d'un verre de lait, des ailes d'un moulin, d'une brosse à cheveux. Mais on se souvient d'une rangée de bouteilles, d'une paire de lunettes, d'une partition de musique, d'un trousseau de clés, précise l'auteur. Un objet banal devient unique, investi par Hitchcock d'une puissance invraisemblable, il exprime l'essence, l'essentiel du film. De quelle façon les objets se revêtent-ils d'autant de signification dans un film d'Alfred Hitchcock ? Comment deviennent-ils accusateurs ou salvateurs ? D'où provient leur pouvoir et qu'advient-il de leur fonction initiale ? 1. La subversion du quotidien. Objet démarqué, usage et dysfonctionnement. Que chez Hitchcock, l'usage banal des objets les plus quotidiens se mue progressivement sous nos yeux en une source immense d'inquiétude montre bien que ces objets participent de la démarche de notre cinéaste. Ils passent insensiblement de l'univers objectif qui est le leur à un monde purement subjectif. Les emplois variés et renouvelés d'un même objet, l'inscription d'objets concrets dans un réseau abstrait de relations, des personnages entre eux mais aussi avec les objets, évoquent la peinture hollandaise du XVIIe siècle. Les films d'Hitchcock et les peintures dites de genre mettent en scène des objets on ne peut plus ordinaires. Bougies, bouteilles, chapeaux, clés, fruits, instruments de musique, lettres, pantoufles, partitions, pots, tableaux. Lieux publics ou espaces privés, les contenants sont d'une parfaite banalité et offrent une normalité exemplaire. Les intérieurs bourgeois affichent une décoration accordée à leurs habitants. Une jeune femme joue du virginal à son amant tandis que la servante balaie la cuisine. Sur la table, une cruche de vin suggère le plaisir partagé. Un couple s'embrasse devant la table du petit déjeuner inondée de lumière juste avant la lecture du courrier et du journal. Virginal, balai, cruche, appareil photo, constituent les marques d'une relation naturelle, suivant laquelle un terme renvoie à d'autres termes dans une série coutumière telle que chacun peut être interprété par les autres. Il est essentiel que les termes soient tout à fait ordinaires pour que l'un d'eux puisse se détacher de la série, en quel cas on parlera de démarque. Gilles Deleuze évoque parmi les démarques les plus célèbres, le moulin de Forain correspondant 17 1940, dont les ailes tournent en sens inverse, le verre de lait de suspicion, soupçon 1941, rendu suspect par sa blancheur, l'avion sulfateur de North by Northwest, la mort aux trousses, 1959. Via la notion freudienne d'inquiétante étrangeté, Pascal Bonitzer rejoint Gilles Deleuze. Le cinéma d'Hitchcock obéit à cette loi. Plus une situation est quelconque, naturelle, familière, plus elle est susceptible de devenir dérangeante ou heimlich, pour peu que l'un de ces éléments se mette à tourner dans le sens contraire du vent. Le monde peint par Emmanuel de Witt ou filmé par Alfred Hitchcock n'est pas réductible à la superficie, la toile, le plan du monde ordinaire. Les apparences du quotidien recouvrent un monde imaginaire et ou fantasmé, fruit d'une intense réflexion et de patiente construction, où chaque objet, inscrit dans un tissage complexe de relations, est éloquent. Les objets usuels affichent une poésie et une mordante ironie évoquant les pratiques des maîtres hollandais, et du ready-made, a priori sans rapport. Du ready-made au ready-made. Alfred Hitchcock et Marcel Duchamp ont sans aucun doute entendu parler l'un de l'autre,
Mais se sont-ils rencontrés ou seulement intéressés l'un à l'autre? Quoi qu'il en soit, ils partagent un goût prononcé pour l'ironie, un penchant très net pour la mystification, et ils accordent au concept la même indéniable souveraineté. Les roues de l'artiste et du cinéaste tournent sans nécessité majeure apparente ni souci esthétique, semblent dénuées de toute psychologie, mais elles expriment pourtant la géométrie du monde, le mouvement cyclique de l'univers auquel est soumise notre existence. L'objet se fait métaphore. L'utilisation d'un objet ready-made implique la perte de la fonction initiale de l'objet qui se voit ainsi détourné et libéré d'un asservissement usuel, journalier, ordinaire. L'objet démarqué et remarqué devient remarquable. Il est rebaptisé. L'urinoir présenté à l'envers par Duchamp est désormais une fontaine et la Bible de Hannay dans les 39 marches 1935, un gilet pare-balles. Le ready-made implique une métamorphose conceptuelle. L'objet hitchcockien n'est pas extrait de son contexte contrairement à l'objet d'Oud-Champion, isolé et présenté artistiquement, la roue de bicyclette sur un tabouret, l'urinoir appelé fontaine et le porte-bouteille sur un socle, le porte-chapeau pendu au plafond. Hitchcock et Duchamp développent malgré tout un même processus. En sacralisant l'objet banal, ils désacralisent l'objet d'art, en subvertissent l'essence. D'un côté comme de l'autre, ces idées furent jugées scandaleuses. The 39 Steps valut à Hitchcock le titre de maître de l'humour sournoisement incongru. Et Fontaine fut aussi jugé incongru, immoral et vulgaire par le comité de la Société des artistes indépendants de New York. Un geste simple révolutionne l'esthétique du XXe siècle. Choisir un objet, c'est le rendre unique. Démarque et subversion vont de pair. La Bible pare-balles révèle l'inertie des policiers, la bigoterie provinciale et la puissance divine manifeste, dans un tel miracle. À cela s'ajoute la discrète allusion à Fritz Lang, dans le film Les Espions 1928, les pages d'un livre, nom d'une Bible, arrêtent aussi une balle meurtrière. Un seul objet cristallise une incroyable diversité de sens. Hitchcock a l'idée d'utiliser dans Rope, la corde, 1948, un coffre en bois contenant un cadavre comme table de réception et Duchamp imagine une dizaine d'années plus tard, se servir d'un Rembrandt comme d'une table à repasser. Duchamp souhaite souligner l'antinomie fondamentale qui existe entre l'art et les ready-mades, et Hitchcock pulvérise, tout en l'utilisant, un classique des films policiers, le coffre en bois comme substitut du cercueil. Tous deux détournent en dérision la fonction initiale d'objet choisi dans une intention relevant du concept pur. Les objets concrets coïncident avec les objets de l'art. L'artiste et le cinéaste manifestent cyniquement un goût comparable pour une beauté d'indifférence, opposée au poncif, au stéréotype. L'idée d'assassinat est au centre des deux créations. Duchamp propose au final que l'art du passé soit repassé, et le goût de l'artiste pour l'allitération se manifeste ici sans conteste, ce qui implique un détournement redoublé au sein d'une pratique sacrilège. Dans un même état d'esprit, Hitchcock présente un coffre-table recouvert d'une nappe en dentelle et agrémenté de 2 chandeliers symétriques. Le pain et le vin sont irrévérencieusement complétés par du poulet, du porc et du champagne. David sacrifié est enseveli sous les victuailles, ainsi que des reliques sous un autel. Duchamp, voir étant donné, 1946 à 1966, et Hitchcock n'hésite pas à établir un parallèle entre crime et création. Brandon, John Dahl, ne cesse de proclamer que la gratuité du crime l'élève à l'acte de création. The power to kill can be just as satisfying as the power to create. It's an immaculate murder anéanti, Philippe Farley-Granger, interroge Brandon au sujet de la fête offerte aux proches de la victime sacrifiée. You don't think the party's a mistake? No, it's the finishing touch to our work. It's more. It's the signature of the artist, s'empresse-t-il de répondre. Et lorsqu'il pose les chandeliers sur le coffre, Brandon déclare avec exaltation, Making our work of art a masterpiece. Rope est bel et bien l'éloge de l'assassinat. La même corde qui a étranglé le jeune homme sert à attacher les livres remis cérémonieusement au père de la victime, ce qui appuie l'aspect intellectuel du crime. Si Duchamp assassine la peinture, Hitchcock, lui, tue la tradition cinématographique avec l'utilisation du fameux 10-minute take. Il crée une technique nouvelle parce qu'il se dit « Voilà une histoire qui se passe dans une seule pièce en 1h30. Par conséquent, il faut que je fabrique une technique de film spéciale qui soit continue, sans jamais s'arrêter, sans se couper pour créer cette même sensation de continuité. » Finalement, Rope n'est pas qu'une histoire de cordes,
un bout de ficelle qui dépasse du coffre où on a enfermé la victime, qui enroule les livres, qui révèle le crime, etc. C'est aussi la métaphore de ce film en tant qu'il est tourné en un seul plan avec raccords invisibles, d'un seul mouvement, ainsi que l'écrit François Regnault. Comme chacun des plans de la corde, dure 10 minutes, ce qui correspond au métrage de pellicule contenu dans le chargeur, il a fallu 8 plans séquences pour une durée totale de 80 minutes. Les convives, 3 femmes, 5 hommes, seront 8 au lieu de 9. L'assassinat était indispensable pour mettre en évidence la symbolique chiffrée. En insistant sur le 8, Hitchcock rappelle-t-il qu'au-delà du 7e jour, vient le 8e qui marque la vie des justes et la condamnation des impies? Nombre des rayons de la roue, le 8 évoque aussi le cycle, et l'on revient à Duchamp, couché, il devient le signe mathématique de l'infini. Nous ne sommes donc pas surpris de l'entrée en... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.